Euh, donc, rebonjour à toi. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Donc, Association React. Susanna, présente-toi. C'est Marie-Vaz. Voilà, vice-présidente. Laura Rousseau, qu'on embrasse, qui est en backstage derrière, qui s'occupe de la technique et de son petit bébé. Et Marion Fontalba, donc présidente de l'association. Jérémy, au fond de la Et salle. voilà, tous les conjoints, papas qui ne sont pas encore partis, voilà, qui nous accompagnent. Donc, voilà, le bureau est fondateur de l'association. Alors, l'idée, c'était de vous dire, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas systématiquement, d'où elle vient cette association, et ça nous paraissait très approprié que ça soit ici qu'on vous l'explique. Eh bien, elle est née ici, dans notre tête en tout cas. Donc, pour la petite histoire, je suis maman d'une jeune fille maintenant qui a 18 ans. Et j'ai en fait, on a galéré pendant 10 ans sur Toulouse. Des professionnels, il y en a plein. Et il est loin de moi l'idée de dénigrer qui que ce soit, mais qui n'était absolument pas sensibilisé à ce qu'on vivait. Donc 10 ans d'errance, de souffrance, de destruction familiale, de violence psychologique, psychiatrique, l'isolement, la solitude, la honte, euh, pas d'issue, le désespoir le plus total, l'envie de mourir. Voilà, je pense que tout y était. Et plus la force de se battre, et parce que de toute façon, voilà, on ne comprenait pas, ou on exagérait, ou on était trop ceci, ou on n'était pas assez cela. Donc nous, très docile, on mettait en place tout le temps tout ce qu'on nous disait, ça fonctionnait pas. Mais non seulement ça fonctionnait pas, mais c'était pire, ça s'aggravait. Et pourtant, on essayait vraiment de faire les choses bien. Et puis on a tout fait, hein. Je pense qu'on a fait le parcours standard, et puis après on a fait l'équithérapie, l'art-thérapie, les prières, les bougies, les pierres. Enfin, je pense qu'on est allé jusqu'au prêtre exorciste. Et pour autant, il y a plein de choses. Alors, j'ai découvert plein de choses, hein, remarquez, ça c'est super. Et la situation qui s'aggrave. Et la situation qui s'aggrave, et une culpabilité, bien évidemment, plus de ce qu'on n'a pas fait, ou peu importe. Et l'isolement de la famille, des amis qui ne comprennent pas, et qui, même s'ils veulent être bienveillants, par des petites phrases, vous mettent encore plus la tête sous l'eau, vous font sentir que c'est pas normal ce qui se passe, mais vous le savez que c'est pas normal en fait, mais vous savez pas quoi faire. Et puis, vous arrivez à détester cet enfant qui vous fait vivre ça, à la haïr plus profondément, ce qui est complètement paradoxal parce que vous le vouliez, cet enfant, et vous avez juste qu'une envie, c'est que ça s'arrête et qu'elle arrête. Mais vous savez pas comment. Voilà. Et, euh, et un jour, mes beaux-parents appellent. On vient de voir BFM TV. Et il y a une docteure là-bas, Nathalie Franc, en complément d'enquête, et c'est Luna. Et là, on regarde dessus, bien évidemment, en replay, on lâche tout. Et là, bon, alors moi, je ne vais pas tout écouter parce que je faisais que pleurer. Je disais, mais c'est ça, c'est nous, c'est ça, c'est nous, c'est ça, c'est nous. Et dans la foulée, c'est-à-dire, il devait être minuit, vous avez reçu un mail avec écrit en gros, en rouge, sauvez-nous. On a de suite, bien évidemment, acheté le livre. Et là, on reçoit le mail miracle. Vous faites partie. Alors, moi, c'était comme la loterie des heureux gagnants du groupe de parents, donc en juillet 2018 à CHU Montpellier. Donc là, effectivement, euh, dans toutes les étapes, on passe les étapes d'hospitalisation, de juge pour enfants, de placement pour ma fille, de rencontrer la famille d'accueil de notre fille, des hospices, plus des traitements. Enfin bref, on va passer tout ça. Et on arrive ici, et en fait, ça a été assez extraordinaire. Donc, on lit le livre. Moi, j'étais venue, je me souviens, je m'étais mis en fond de salle. Là, j'avais toutes mes notes. Je m'étais fait des trucs stabilo. J'avais ça de questions. Enfin, j'étais à fond, quoi. Première fan. J'ouvre la porte, et là, en fait, je me mets à pleurer parce qu'en fait, je pensais être seule. Je pensais qu'on était trois familles, deux familles. Et là, je vois toutes ces tables-là, mais partout, là, tout le long, il y avait un grand U. Il y avait un grand U, et là, je dis, mais et je dis à mon mari, je dis, regarde, il y en a d'autres. Il y en a d'autres comme nous. Et là, moi, j'ai dit, c'est pas possible. Comment nous, on ne savait pas qu'il y en avait d'autres? Comment nous, à un moment donné, on ne savait pas qu'il y en avait d'autres qui vivaient la même chose que nous, quoi. Et c'est venu de là.
Je dis, mais comment on ne se parle pas? C'est ce que vous disiez, comment à un moment donné, on ne les rencontre pas, ces gens-là? Et je dis à mon mari, je dis, mais si on sort de là vivant, on crée une assoce, on crée une association parce que c'est pas possible qu'on soit tous seuls dans notre coin. Et c'est pas possible qu'on reste seul. Il faut plus qu'on reste seul. On a été seul trop longtemps. Pour nous, pour nos enfants, pour la société, pour tout le monde, on doit faire quelque chose. Parce que si nous, on ne le fait pas, enfin, personne ne le fera. Euh, et donc, ça a été le premier déclic. Je me suis dit, bon, attends, avant de créer une association, essaye-toi déjà de sortir de là où tu es. Hein, voilà, déjà. Et deuxième parole, une des premières paroles en tout cas qui restera tout le temps, Nathalie Franck qui nous dit, s'il y avait bien sûr toute l'équipe, mon cœur depuis toujours, mais Nathalie Franck dit cette phrase, dit, si vous êtes là, c'est que vos enfants ont des troubles et que vous avez tout essayé. Et pour la première fois de ma vie, j'avais quelqu'un en face qui comprenait ce qu'on vivait. Et pour la première fois de ma vie, j'avais quelqu'un qui mais il y avait ce truc de se dire, je ne suis pas folle, quoi. Je ne l'ai pas rêvé, je ne suis pas folle. Ça existe vraiment. Et j'ai peut-être fait des erreurs, comme tout parent, mais c'est pas de ma faute. J'ai fait au mieux avec ce que j'avais, avec mes outils, avec mes petits bras, avec tous les professionnels. Mais par contre, non seulement c'est pas de ma faute, mais en plus de ça, il y a des solutions, il y a de l'espoir. Mais l'espoir, la graine d'espoir, parce que de l'espoir, on en a eu un million de fois, mais chaque fois, on prenait, on faisait un pas en avant, on en faisait 10 en arrière, quoi. Donc, c'est aussi ça de se relever au quotidien. Il y a ce qu'on vit à la maison, mais il y a aussi, mais où trouver la force, où trouver les ressources pour continuer. Parce que chaque fois qu'on a de l'espoir, moi, le moindre truc, c'est ça y est, on a réussi. Non, c'était pas ça, quoi. Et là, enfin, on nous dit, ça y est, vous êtes au bon endroit, quoi. Arrêtez de chercher, arrêtez de vous épuiser. Vous êtes là au bon endroit. Si vous faites ça normalement, il y a moyen d'y arriver, mais rien que ça. Et j'ai dit, mais ça, faut le partager, il faut que tout le monde soit au courant, en fait. Parce que BFM TV, mais il faut le dire à tout le monde, il faut le dire à la terre entière. Voilà. Donc l'association, elle est vraiment arrivée de là, de dire, les parents, il faut plus qu'ils soient seuls. Donc nous, on s'est dit, chouette, potentiellement, on va recruter dans la salle. Donc on était parti, on a créé un groupe avec des parents. Donc là, je vois, il y a Jérémy et Laura, donc voilà, qu'on a recruté. On s'est dit, allez, on va faire une assoce. Ouais, ok, super. Et puis après, les premiers adhérents, Susanna, Stéphane. Et on a démarré tout petit, mais par contre, on avait deux objectifs très clairs. C'était de se dire, il y a évidemment le soutien, créer cet écosystème de parents, de se soutenir, d'être là sans jugement. Parce que ouais, on peut craquer, parce que ouais, il y a des choses qu'on a faites qui des fois, c'était pas adapté. Ok, mais là, tout est ok parce qu'on a toujours fait ça dans l'espoir et la bienveillance de sauver nos enfants. Mais il y avait un deuxième message et un objectif très clair au niveau de cette association qu'on a marqué dès le début, c'était sensibiliser les professionnels en fait, tous les professionnels. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette double dynamique, c'est-à-dire on va aider les parents, mais surtout on va faire en sorte que ce qui a démarré à Montpellier, eh ben, on va mettre la pierre à l'édifice comme on pourra, mais on va faire en sorte que des petits Montpellier, il y en ait partout en fait, que cette équipe-là, elle se duplique et que partout en France, n'importe quel parent confronté à ça puisse avoir du lien avec des professionnels de santé ou autres, sanitaires, juridiques ou autres. Donc voilà. Et donc ça a été vraiment les deux pierres de fondation de l'association. Donc on a démarré dans notre petit garage PME tous les mois à faire notre réunion. On faisait que pleurer, mais on était contents. On ne faisait que pleurer, on se disait voilà, on va jamais y arriver. Et puis petit à petit, on était deux, trois familles, et puis quatre, et puis cinq. Et puis on a commencé à créer le logo. Et ce logo, c'est pas rien quand on l'a créé. C'est une fleur de lotus. Et la fleur de lotus, elle a une double symbolique pour nous. La fleur de lotus est la seule fleur qui naît dans les ténèbres, dans le noir, dans le darkness, dans la boue, dans la difficulté. Il n'y a pas de lumière. Mais elle persiste. Elle persiste. Et elle va chercher la lumière. Elle va chercher la lumière et elle en fait quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça que cette fleur de lotus, pour nous, ça c'est la première symbolique. Après, c'est le blanc, c'est la couleur de l'enfant, c'est la pureté. Et c'est surtout la paix. Et la double symbolique, c'est le bouddhisme, laïque, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est Gandhi. C'est la résistance non violente, en fait. C'est vraiment ça. Donc, cette fleur de lotus, pour nous, ça a été notre symbole, quoi. Et de faire ensemble. Et surtout, la signature, mais là, de suite, on ne s'est pas posé la question, c'est vous n'êtes plus seul. Et rien que cette phrase, en fait,
vous n'êtes plus seul. Un parent qui est confronté à ça, c'est la phrase qui fait qu'à un moment donné, c'est qu'il est au bon endroit. Vraiment. Hein? Ils nous le disent tout le temps. Et oui, ouais, ouais. Encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui. Et puis, ben, on a commencé à grossir. Et puis, un jour, on est allé au maternel. Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas, je crois que c'était ça, à peu près 1000 mails le lendemain de Oui, voilà, sur c'était les ça. jours qui ont suivi, oui. Ouais, voilà. Donc, et donc, bah, vous allez voir avec Susanna l'évolution Si j'arrive à de ça. passer les Ouais. dias. Je vais Je ne sais t'essayer pas de- pourquoi, il y a des moments où ça se bloque. Oui, alors voilà, effectivement, je vais essayer de vous présenter l'évolution de l'association et aussi je vais profiter pour vous montrer quelques données chiffrées parce que dans cette assoce, voilà, on essaye de ne pas se baser sur le ressenti, mais sur voilà, les chiffres pour essayer de voir qu'est-ce que caractérise ces enfants et leurs parents aussi. Je ne vais pas tout présenter, mais juste quelques graphes aujourd'hui qu'on a mis à jour récemment. Comme elle dit Marion, voilà, on a les deux axes hein, depuis le début, les parents, vraiment pour leur dire qu'ils sont plus seuls, que nous ne sommes plus seuls. Et Nathalie disait dans sa présentation, elle, sa vision de professionnelle, elle pensait que, voilà, que les professionnels ne pouvaient pas agir tout seuls, qu'il y avait besoin de parents. Mais nous, comme le dit Marianne, dès le début, on a senti qu'en tant que parents, si on restait seul, on n'était rien en fait, parce qu'on ne serait jamais crédible. Donc, du coup, c'est pour ça que cet axe, avec les pros, on les mène vraiment à la même hauteur, avec la même intensité, etc., que l'axe de soutien entre parents, même si nous ne sommes que des parents. Et voilà. Et donc, si je parle juste commence par la première partie, donc comme l'a expliqué Marion, l'association a été créée en décembre 2018 et nous sommes en bureau avec 6 parents bénévoles. On a commencé comme ça. Aujourd'hui, on a une équipe de bénévoles avec une quinzaine de personnes, donc Ça va mieux. ça va beaucoup mieux. Les chiffres, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 2500 familles adhérentes. Je vous montre ici l'évolution du nombre d'adhérents par année jusqu'en 2024. L'année 2025 ne figure pas sur le graphe parce qu'on est encore en cours. Mais voilà, vous voyez qu'on a commencé 2019, 38 adhérents, 51, et voilà. L'année passée, on a fait plus de 800 adhérents sur l'année. Ces familles membres se retrouvent un peu partout en France, sur tous les départements en fait, et aussi à l'étranger, sur 21 pays. Donc, on est aujourd'hui un peu partout. Voilà, et c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de professionnels qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait pour les parents, en fait, quelles sont nos actions. Comme le disait Marion, ben, on a commencé avec une réunion mensuelle entre nous, voilà, où on pleurait beaucoup. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses à proposer aux parents. Donc, cette réunion mensuelle, on la maintient. Et elle est toujours en présentiel et en visio à la fois, parce que comme vous l'avez vu, on a des familles partout. Donc, on fait des réunions délocalisées, hein, on se balade selon les villes où on a le plus d'adhérents, on essaye de se rendre disponible, mais la réunion est toujours en présentiel. Et lors de ces réunions, on traite toujours un thème. Ça a évolué. Au début, c'était que des échanges. Aujourd'hui, les réunions mensuelles, on traite un thème en général, ou alors on invite des professionnels aussi qui peuvent venir traiter des questions d'intérêt pour notre problématique. Alors, nous, on répond au mieux. Hein, on est bénévole, donc on ne peut pas être partout, mais on essaye de répondre en tout cas aux demandes des parents, par mail, par téléphone, en visio, et surtout avec le soutien très important pour nous aujourd'hui de notre équipe de bénévoles qui nous aide sur cette tâche, parce que quand on était 10 familles, c'était plus simple. Aujourd'hui, avec le nombre de familles qu'on a, avec les situations que vous connaissez, les appels durent parfois 1 heure et demie, 2 heures. Donc, ce pas des appels de 5 minutes. Donc, parce que la charge est tellement lourde, on ne peut pas juste dire non, on n'avait qu'un quart d'heure. Donc, on reste. Voilà, les bénévoles nous soutiennent vraiment sur ces appels et on les remercie. Voilà, on fait équipe pour ça et on a un peu plus de force de frappe. Et parce que vraiment, on essaye d'accompagner
de façon la plus personnalisée possible. Encore une fois, on n'est pas des professionnels, on n'est que des bénévoles, mais notamment pour les familles qui traversent des situations particulièrement délicates, avec des problèmes d'entente avec l'ASE, les services sociaux, la justice. Voilà, là où on essaie de leur apporter, de par l'expérience qu'on a cumulée nous-mêmes, mais aussi qu'on connaît, l'expérience qu'on connaît de l'ensemble des membres de l'association, des groupes auxquels on participe aussi, voilà, de la posture à tenir devant les institutions. Voilà, donc on essaie de mener ce travail aussi. On élabore des documents référentiels en relation avec la problématique qui sont disponibles sur notre site internet, certains au niveau de l'espace membre, avec une bibliothèque, une bibliothèque. On a élaboré au fur et à mesure du temps une liste de professionnels sensibilisés au niveau national, voire international, je vais vous en parler après, pour justement que les familles qui deviennent membres de l'association n'aient pas à traverser tout ce que Marion a décrit. Voilà. On n'est plus allé vers un professionnel qui va nous dire oh, ton enfant, franchement, il est adorable. Ça doit être toi qui sais pas t'y prendre. Ça, voilà, ça c'est tout le temps. Et du coup, voilà, comme ça, au moins, on ne dit pas qu'elle a la solution miracle, mais on est devant un professionnel qui a entendu au moins parler de comportement tyrannique. On a un groupe Facebook qui est réservé aux parents membres de l'association. Pourquoi il est réservé? C'est pas parce qu'on est une secte, c'est très privé. C'est parce que sur les réseaux sociaux, les commentaires désobligeants des personnes qui ne sont pas informées, c'est pas, je ne dis pas que c'est par manque, voilà, c'est juste par manque d'information. On le voit, hein, parler des maternelles. On lit les commentaires sur France 2, les maternelles, après chaque émission. C'est systématique encore aujourd'hui. Il ne faut pas les lire. Voilà, il ne faut pas le lire, mais voilà, il suffit d'une claque. Mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi l'éducation. Voilà. Bon, bref. Donc, c'est pour ça que c'est réservé. C'est pas par. On a aujourd'hui, grâce aux bénévoles aussi, des cafés des parents dans plusieurs départements en France. Donc, ça permet, c'est complémentaire aux réunions mensuelles, parce qu'aujourd'hui, les réunions mensuelles, c'est, voilà, on traite un thème. Là, c'est vraiment proposer aux familles un espace de rencontre où elles peuvent juste déposer quelque chose et voilà, se dire que vraiment, elles ne sont pas seules. Et comme le disait tout à l'heure Raphaël, parfois, ça peut aussi faire du réseau en local pour des situations difficiles, mais c'est toujours aidant. On a des permanences physiques aussi ouvertes au grand public pour un certain département, c'est pas encore très développé, pour répondre non seulement aux parents, mais aux professionnels, à tout le monde qui souhaite poser des questions. On a tous les 15 jours aussi en soirée la Libre React qui est animée par Stéphane ici présent, qui sur un format réponse-question va venir répondre aux questions des parents. Il y a beaucoup de nouveaux membres à chaque fois dans la libre antenne. Ça, comme c'est tous les 15 jours, ça permet de faire le lien entre le mois des deux réunions mensuelles. Et voilà, c'est une action qui est vraiment très, très, très appréciée des familles. Merci beaucoup Stéphane pour donner tout ce temps pour les parents, c'est très important. Et les retours qu'on a sont toujours très positifs. Alors, je passe maintenant à vous montrer quelques petites données chiffrées qu'on peut vous montrer grâce aux familles membres qui acceptent de compléter des questionnaires qu'on leur propose quand ils deviennent membres de l'association. Pour aussi voir sur certaines questions, vous allez voir, voir vraiment si des choses qu'on entend, par exemple, là, ici, je vous présente les 5 questions que je suppose que vous connaissez, qui permettent de repérer le comportement tyrannique, comment nos familles membres se positionnent par rapport à ces questions. Parce que nous, on le dit aussi toujours, hein, nous, on ne cherche pas à faire des membres pour faire des membres. Nous, on veut juste aider les parents d'enfants à comportement tyrannique. Donc, on propose ces questions aux parents. S'ils ne sont pas concernés, on va leur envoyer vers une autre association. Voilà. Donc, du coup, vous voyez ici que sur plus de 2000 familles membres de l'association, il y a autour de 90% de parents qui vont répondre oui à ces questions. Donc, ils sont vraiment concernés par la problématique. On a, si je vous montre ici pour les enfants et adolescents et jeunes majeurs aussi, hein, parce que vous allez le voir, on a toute une fenêtre d'âge au sein de l'association pour les enfants. On a 2 tiers des garçons pour 1 tiers des filles. Et ça, c'est quelque chose qui est constant depuis le début. Quand on était 10 familles, c'était comme ça. Quand on était 100, c'était comme ça. Voilà. Et ça se garde. Et c'est vraiment peut-être le reflet de l'expression clinique des troubles
qui fait ça, si vous pouvez confirmer, mais c'est vraiment quelque chose de constant. Ça évolue pas du tout. Et après, au niveau des sages, vous voyez que l'âge de l'enfant des parents membres de l'association au moment de l'adhésion est compris aujourd'hui entre 2 et 40 ans. Donc, en fait, on a des familles qui nous contactent même avant 2 ans avec des bébés, des familles qui savent déjà qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond, quoi. Et on a un pic d'adhésion à l'entrée de l'adolescence. Je pense que là, il y a des choses qui se combinent. Mais on a, voilà, même des parents, des personnes adultes qui sont membres de l'association. Et Grit pourra peut-être compléter après, mais la résistance non violente, c'est une question qui revient souvent. Ça ne s'applique pas juste aux enfants et pas juste aux adolescents. On peut l'appliquer à tout âge. Alors, quelque chose qui est déjà écrit dans le livre que Nathalie a coécrit avec Aïmomer, que nous, on a pu faire l'expérience avec nos enfants et qui revient toujours de la part des parents, c'est mon enfant, il est trop intelligent. Bon, on a beaucoup de demandes et de questions des professionnels qui nous posaient cette question, puis de l'intelligence. Bon, déjà dire que l'intelligence en soi, ça ne veut rien dire, non? Mais c'est pas l'intelligence, non, je veux dire, c'est pas parce que l'enfant est intelligent qu'il a un comportement tyrannique, c'est pas parce que l'enfant est intelligent qu'il a un problème. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. On a signé il n'y a pas longtemps une tribune justement à ce sujet, mais on a souhaité quand même quantifier ça parce que c'était quelque chose qui revenait tout le temps et on ne savait pas si ça correspondait vraiment, si c'était du feeling ou quoi. Donc, sur à peu près 809, on a demandé donc aux parents membres de l'association qui ont déjà fait un test WISC pour leur enfant avant d'adhérer, qu'est-ce que ça a été, quel a été le résultat. Donc, vous voyez ici, vous ne voyez pas, parce que je vais passer la dia, que sur 800 parents, dont enfants plutôt, où le bilan peut être interprété, dans à peu près 3 quarts des cas, le QI, il est égal ou supérieur à 130. Quand on sait que dans la population au sens large, on est plutôt sur 2,5%, quand même, il y a une petite surreprésentation d'enfants avec des hautes capacités cognitives. Après, autre chose qui revenait souvent, c'était que ces enfants avaient des hautes capacités d'argumentation, ils finissent toujours par avoir raison, ils enveloppent tout le monde dans la farine, etc. Donc, un peu plus tard, on a essayé de quantifier ça aussi, si on pouvait. Donc, on a posé la question aux parents. Parmi les 5 catégories cognitives du test, quelle est laquelle pour laquelle votre enfant présente les scores le plus élevés? Et vous voyez ici que la compréhension verbale est la première catégorie pour 60% de ces enfants. Donc, ce n'est pas juste une impression du parent. On peut quand même dire qu'en effet, ces enfants ont des capacités verbales supérieures à la moyenne. Et je reviens sur ce que Nathalie disait tout à l'heure, ces histoires de communication non violente, tout ce qu'on veut, là, c'est mort. Pas avec eux. Voilà, c'est pas adapté pour ces enfants. On va à la mur avec ces enfants. La résistance non violente, justement, on doit l'appliquer quand les paroles ont cessé de faire effet. En fait. Voilà. Alors, quant aux troubles, on a parlé tout à l'heure, hein, Caroline parlait des comorbidités, aussi Florence. Donc, il y a les 2 dimensions dans le comportement tyrannique, celle de la dysrégulation émotionnelle avec plusieurs troubles. Donc, on a posé des questions aux parents. Notre but, évidemment, ce n'est pas de faire un diagnostic, ce n'est pas des médecins, voilà. Mais on a dit, parmi les critères diagnostiques du TDAH, est-ce que votre enfant présente ces critères, soit tout le temps, régulièrement, de temps en temps ou jamais? Et vous voyez ici que sur à peu près 2000 par an, c'est entre 60 et 75% qui présentent ces critères diagnostiques, soit tout le temps, soit régulièrement. Quand on va regarder du côté de critères diagnostiques du top, c'est encore pire. Vous voyez ici que quasiment 80-90% d'enfants présentent ces critères. Et quand on parle du TDDE, aussi sur 2000 familles, donc c'est pas rien, quoi. Mais on est autour de 60% d'enfants qui sont en colère avec cette humeur qui est persistante, intellectrice, etc. Donc bon, on n'est pas là encore au diagnostic, mais je pense que ça veut dire quelque chose sur le niveau de dysrégulation émotionnelle de ces enfants. Après, il y a la dimension de l'anxiété avec d'autres troubles qui ont été évoqués. Et ça, on a pu aussi poser la question aux parents.
Et merci à eux de répondre au questionnaire encore une fois. Donc, vous savez ici les TOC, les troubles anxieux généralisés, anxiété sociale et anxiété de séparation. Vous voyez que pour les TOC, le parent va répondre oui à peu près sur 20% des cas. Ici, sur ces troubles anxieux, ici, c'est autour de 40%, on va dire. Mais ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est qu'il y a un tiers des parents qui ne savent pas lire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui c'est assez intéressant et qui, je pense, rejoint un peu ce que les professionnels constatent aussi en consultation, c'est que le parent semble repérer avant tout la violence et moins bien l'anxiété de son enfant, son insécurité devant un enfant qui est dans la toute puissance. Et tout ce qui est comportement externalisé, mais du coup, c'est très visible. Et tout ce qui est internalisé, c'est moins facile à repérer, même pour le parent, qui est celui qui connaît le mieux son enfant, finalement. Voilà. Alors, donc, on est devant un profil d'enfant qui est assez particulier, avec une anxiété, qui dit anxiété du besoin de contrôler. Donc, comme il a besoin de contrôler, il va adapter son comportement à l'extérieur. Donc, comme le disait Nathalie tout à l'heure, il va être plutôt inhibé même. On ne va pas voir, en fait, de l'extérieur. Il a tout de même des difficultés de gestion émotionnelle. Donc, quand il rentre à la maison, besoin d'évacuer, parents utilisés comme tutoir, et violence dans le foyer. Et c'est ça qui explique qu'il y a aussi beaucoup même des professionnels qui nous demandent, mais comment ça se fait que cet enfant à l'extérieur, il est nickel. Voilà. Et c'est vraiment cette anxiété qui peut l'expliquer. Et quand on demande aux parents, et vous voyez ici que sur, encore une fois, quasiment 2000 parents, 85% des parents disent mon enfant à l'extérieur, ça va. Et même quand on les questionne ici, c'est rarement du même niveau. Ça arrive parfois, comme on disait Nathalie au début, il y a des enfants qui vont présenter des troubles de conduite, en effet, mais c'est loin d'être la majorité parmi les parents adhérents de l'association. Alors ça, c'était les enfants, les parents. Donc les parents, dans le livre encore, notre Bible de Nathalie et d'Aïmoumer, elle parle des parents plus instruits que la moyenne, des catégories socio-professionnelles élevées, etc. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, si les troubles ne touchent pas une catégorie plus qu'une autre, une culture plus qu'une autre, une zone géographique plus qu'une autre, ça devrait être quand même un peu pareil dans tous les milieux. C'est pour ça qu'on a posé des questions aux parents. Et en fait, vous avez ici, en couleur foncée, ce sont des données de l'INSEE, avec les femmes en vert et les hommes français, je veux dire, en bleu, avec le niveau d'études qui est croissant ici. Et les couleurs claires, c'est les familles réactes. Donc, vous voyez que 70% des femmes, des mamans réactes, ont un diplôme, le diplôme le plus élevé, contre 30% au niveau de la population en France. Et pour le papa, bon, le papa travaille moins à l'école, mais ça va quand même. Ils sont quand même, voilà, on a le tout. C'est pas, et bon, bien sûr, hein, après, pour les diplômes les moins élevés, forcément, c'est l'inverse. Cela est fortement corrélé, de façon pas surprenante, avec la catégorie socio-professionnelle, toujours le même code de couleur. Les catégories peu qualifiées, les ouvriers, les employés sont sous-représentés au sein de l'association. Et si on regarde les cadres, voilà, on a trois fois plus ou 2 fois plus de cadres parmi les mamans et parmi les papas réactes que dans la population en général. Et la même chose, c'est pour les chefs d'entreprise aussi, voilà, les professions un peu, voilà, sur un échantillon de plus de 1000 parents, maman et papa. Donc, c'est pas, après, voilà, c'est pas du vent, quoi, ça semble être vrai. Alors, la première chose à dire, c'est peut-être que ce niveau d'instruction va jouer à la défaveur des parents, parce que des parents plus instruits, peut-être ce sont des parents plus enclins à tout se demander, qu'est-ce qui se passe, à essayer de comprendre, d'interpréter tout ça. Et là, on va rentrer dans la hypervigilance au bien-être, tout ça, quelque chose qui est délétère, on le sait, pour la mise en place de la dynamique qui conduit au comportement tyrannique. Mais on ne peut pas écarter non plus qu'il y a encore un biais d'échantillonnage, parce que aujourd'hui, si bien, alors au début, les parents arrivaient surtout à travers les médias et parce que Nathalie nous les envoyait les premières années. Aujourd'hui, c'est vraiment les professionnels qui nous envoient les parents, la plus grosse partie. On a des données aussi pour ça. Et en fait, on sait bien que
les familles plus défavorisées vont avoir plus de difficultés d'accès aux soins. Donc, du coup, c'est clair qu'une famille qui ne va pas voir le psy ne risque pas d'être envoyée vers l'association. Et ici, on parle que de parents membres de l'association. On n'est pas en train de regarder tous les parents d'enfants à comportement tyrannique dans la société au sens large. Et il y a beaucoup de questions aussi qui reviennent. Quelle est la prévalence de ce comportement? Ben, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'études, malheureusement. Donc, mais en tout cas, au sein de l'association, c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose, je pense, serait intéressant de développer à l'avenir, quand le tabou sera encore plus brisé et que du coup, peut-être que ça sera plus accessible, que plus de monde. Mais bon, il y a aussi quand même, je pense, cette espèce de... Voilà, c'est la double vulnérabilité des troubles de l'enfant qui vont faire écho avec cette hyper vigilance du parent. Et ça, il faut en prendre conscience, quoi. Donc ça, on essaye aussi d'en parler aux familles parce que cette prise de conscience est vraiment très importante. Voilà pour le premier volet. Je passe au second volet qui est beaucoup plus court. Donc la partie sensibiliser les professionnels et essayer de collaborer avec eux pour qu'ils puissent nous accompagner. Donc, à cette date, on a à peu près 1600 professionnels en lien avec l'association, avec une dynamique, comme vous voyez ici, un peu comme pour les parents, qui est grandissante chaque année. Ces professionnels appartiennent à des milieux, des corps de métiers, on va dire, qui sont variés, parce que bien sûr, on a besoin de diagnostics, des psychiatres, des psychologues, de tout ça, mais on a aussi très, très besoin des services sociaux, donc ici en bleu. On a besoin du monde de la justice, donc on a encore très peu de professionnels du monde de la justice, mais petit à petit, ils nous contactent aussi, parce que ça, c'est des personnes qui viennent vers nous, hein. Nous, on ne fait pas de prosélytisme, voilà, c'est les personnes qui nous contactent. Donc, on a aujourd'hui, même, c'est pas indiqué, mais quelques juges, on a aussi des personnes qui travaillent en PJJ, c'est très important. Voilà, donc on essaye d'avoir accès à ce monde de la justice qui est d'accès difficile, mais qui est très important pour que les familles puissent être accompagnées. Tous ces professionnels sont également répartis, hein, un peu comme les familles, hein, partout en France et aussi à l'étranger, dans différents pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ces professionnels? Alors, on a deux collaborations un peu plus étroites parce que c'est historique, c'est depuis le début de l'association. Donc, la collaboration avec Nathalie Franck ici, Marion l'a déjà expliqué, et aussi avec l'équipe de Jocelyne Calvé-Leffer à Toulouse, parce que bon, les sièges de l'association, même si aujourd'hui nous sommes une association nationale, il est à Toulouse, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec cette équipe pour accompagner les familles. Avec ces professionnels, à ceux de là, les 1600 dont on a parlé, on a deux types d'actions. On a des actions ponctuelles. Donc, on fait des interventions invitées, que ce soit au sein des institutions privées ou publiques. À chaque fois qu'on est invité, nous, on y va. Donc, voilà, nous, on diffuse la parole au maximum. Voilà, mais c'est des interventions ponctuelles pour parler de ce qui est demandé, soit de la problématique, soit de la méthode, de résistance non violente, de l'association, ou de tout à la fois. Voilà, on adapte. Marion a fait des tutoriels avec Nathalie qui sont disponibles sur notre site internet qui expliquent les bases du comportement tyrannique et de la méthode de résistance non violente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller les consulter. On fait des webinaires, des lives. On échange de plus en plus avec les professionnels à leur demande sur des situations particulières. Et j'insiste bien, c'est bien à leur demande. On ne va jamais appeler l'assistance sociale parce que ça ne va pas. Ça, on ne fait pas. Ça serait une ingérence qui serait, à mon avis, délétère même pour le dossier, contre-productive pour les parents. Mais on a de plus en plus de professionnels, même du monde social et de la justice et tout ça, qui nous contactent. Ah, là, parfois aussi des professionnels qui ont fait une formation sur 2 jours et qui se posent des questions par rapport à certains outils dans les cas concrets d'une famille. Et c'est vrai qu'on se rend disponible, on essaie. Hein. Si je peux juste, c'est hyper important parce que cette posture, on l'a prise depuis le début parce que on rigole tout le temps, on dit tout le temps qu'on n'est pas une association de pétanque. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec un sujet hyper tabou qui est pas, ou maintenant un peu mieux connu, mais à l'époque, il était très peu connu, très sensible, où on attaque l'enfant, entre guillemets, c'est pas l'enfant qu'on attaque, c'est ce que tu disais, c'est le comportement. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et la posture depuis le début, avec les parents, mais aussi avec les professionnels,
c'est que, comme disait Shana, on est parents, donc on n'est pas là pour leur apprendre leur métier. Par contre, nous, on est hyper droit dans le message qu'on veut transmettre. On n'est pas, quand on appelle ce que tu dis une assistante sociale, c'est pas lui dire cet enfant, c'est un méchant garçon. Genre. Non, en fait, à toutes les sauces, c'est la méthode. Voilà ce que c'est un enfant, un comportement tyrannique. Voilà ce qui se passe à la maison. Voilà. Donc, en fait, on ne fait que nous être le messager, le relais de cette problématique, de cette méthode. Et le discours, il est toujours le même. Et on encourage les parents à être tout le temps dans cette ligne parce que sinon, on n'est pas cru et on n'est pas crédible. C'est-à-dire que si on commence à se positionner comme des parents victimes qui sont maltraités, c'est pas le sujet. Bien sûr que c'est difficile, mais en fait, pour être entendu, il faut que ce qui sort de notre bouche soit très concret, très rationnel, soutenu par des médecins, par des professionnels, qu'il y ait des vraies actions concrètes derrière et qui fait qu'à un moment donné, quand on appelle une psychologue, on n'est pas là pour défendre un tel ou madame dans... Ah, pas du On tout. rentre pas dans le cas personnel, jamais des familles, jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. On n'est jamais dans la défense parce qu'on n'est pas dans les familles, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et c'est pas notre rôle. Et là, on perdrait toute crédibilité. Par contre, notre rôle, c'est d'expliquer, c'est le tiers, hein, à une Tout à autre fait. personne ce qui se passe, peut-être. Après, on ne sera pas juge de ce qui se passe dans ce foyer-là. Mais par contre, notre rôle, c'est effectivement de vulgariser un petit peu ces enfants-là et leur comportement et ce qui se passe dans les familles pour que les tiers entendent. Et qu'en fait, il n'y ait plus cette dualité qu'on a subie pendant des années, parents professionnels. Et où finalement, ça finissait des fois plus en conflit et autres, et où il n'y a pas de choix à faire, en fait. C'est vraiment c'est le professionnel, l'enfant et le parent. En fait, c'est ça ce qu'on dit. Donc, Tout il à nous fait. semblait Oui, important. absolument. Absolument. Oui, oui. C'est toujours dans la notion du réseau des soutiens où le Mm, parent, on conseille toujours aux parents de ne jamais se présenter seul devant mm, un professionnel, n'importe quel qu'il lequel. soit. Mm, Et en particulier, voilà, si c'est l'aide sociale à l'enfance, etc., il vaut mieux créer ce réseau. Et nous, on peut faire réseau, mais sans rentrer, comme tu le mm. dis très bien, c'est très important de le préciser. Nous, on ne rentre pas dans les détails Détails. des situations, on ne les connaît pas et de toute façon, on ne pourrait pas se Mm, permettre de. Voilà. Ouais. Alors, on essaye aussi, quand on est sollicité, toujours, de collaborer avec les milieux universitaires et des recherches. Il y a certains chercheurs qui se posent des questions sur ce comportement, ils nous sollicitent et du coup, nos parents membres se rendent disponibles pour répondre à des questionnaires, à des enquêtes, etc. On intervient aussi sur invitation dans des colloques, des congrès sur invitation, que ce soit en national ou à l'international. C'est vrai qu'on est pas mal invité et que ça suscite toujours un intérêt. Donc, on se rend disponible pour aller présenter, pas de souci. Mais ça, ce sont des actions ponctuelles. Après, on a des actions un peu plus à long terme. Avec Nathalie ici, comme on l'a déjà mentionné, on participe au cours de guidance parentale en tant que parent experts, hein, c'est le terme qui est utilisé, c'est plutôt des parents expérimentés dans la mise en place de la méthode pour partager un peu voilà, l'expérience dont on a connaissance à travers les différents parents qu'on a pu suivre. Et redonner espoir Tout à fait. en disant qu'effectivement, cette méthodologie à terme, voilà ce qu'elle peut produire. Parce que c'est au début, quelqu'un qui arrive, c'est pas très concret. Et puis on se dit, mais c'est un peu, on découvre tout ça, on est super content, mais en même temps, voilà, donc c'est se dire qu'on peut y arriver. Et après, avec l'équipe à Toulouse, on a carrément une convention avec un programme de père aidance où voilà, on suit les familles pendant la guidance et après, on les suit aussi à distance de groupe. On les réunit 2 fois par an à distance de groupe, toutes les familles qui ont fait des groupes avant, pour évaluer un peu la pertinence du programme, ce que ça fait pour les familles. On a parlé beaucoup de résistance tout à l'heure, où ils en sont par rapport à la Mm. résistance, qu'est-ce qui coince, pourquoi c'est difficile de maintenir telle ou telle posture, et essayer de leur donner un coup voilà, de boost pour qu'elles continuent de résister. Mm. On intervient aussi quand on est sollicité lors des formations des professionnels pour venir toujours, pareil, c'est la même idée à chaque fois, en complémentarité avec le professionnel, apporter notre vision de parents. Et on a créé, avec tous ces professionnels que je citais tout à l'heure, le réseau, ce qu'on appelait le réseau national des professionnels REACT, qu'on réunit aujourd'hui, dont on a déjà fait 4 rencontres et aujourd'hui on est à la 5e rencontre cette année. On essaye de communiquer un maximum aussi aux
auprès du grand public. On a une page Facebook, elle, ouverte à tout le monde, où on va communiquer des informations qui nous semblent intéressantes sur la problématique toujours. On a un site Internet qui est, d'après les retours que l'on a, très apprécié des professionnels. Donc, on essaye de le faire vivre, de l'alimenter à la mesure où, voilà, où on peut. On a une chaîne YouTube où vous pouvez, aussi bien les parents que les professionnels, trouver des capsules vidéo qui répondent aux questions qui reviennent le plus fréquemment. Et où vous pourrez trouver, suite à cette rencontre aussi, voilà, les interventions d'aujourd'hui. On a des plaquettes et des affiches pour les personnes en présentiel, vous les avez vues à l'entrée, mais voilà, on les envoie gratuitement par la poste sur demande. Donc, il faut juste nous envoyer un mail ou alors sur la page web, si on peut faire la demande. Et on a déjà, pas seulement nous, mais toutes les familles et tous les professionnels qui sont en lien avec nous ont diffusé plus de 16 000 plaquettes partout en France et à l'étranger. On a une newsletter qu'on envoie aussi. On a une série d'articles de sensibilisation auprès du grand public sur la problématique, etc. Après, on intervient dans les médias et ça, bon, ce sont des actions qui sont souvent compliquées pour les parents. C'est pas évident de s'exposer. C'est aucun plaisir de passer à la télé pour parler de ça. Et c'est pour ça qu'on remercie toujours vraiment la générosité des personnes qui se portent volontaires pour participer à ces actions, parce que comme elle a dit Marion, elle a découvert le CHU de Montpellier, bon, c'est pareil, c'est un article dans Le Monde, voilà. À chaque fois qu'on fait une action de communication, on reçoit toute une série de messages de parents qui se disent c'est ça, et ils ont l'impression d'avoir enfin trouvé. L'année dernière, on a fait la première journée de sensibilisation au comportement tyrannique au mois d'octobre avec plus de 1000 inscriptions. Donc, ça a vraiment suscité un intérêt qui nous a même surpris nous-mêmes, parce que voilà, on ne s'attendait pas à avoir autant d'inscrits lors de cette journée. Donc, je finis ici quasiment avec voilà, cet positionnement de l'association vraiment dans une posture de collaboration avec tout ce type de professionnels. Notre intérêt, c'est un seul, c'est que nos enfants puissent s'épanouir et aller mieux. Donc, il n'y a que vraiment ce maillage entre professionnels qui peut permettre cela. Quand l'enfant est placé, que l'assistance sociale ne part pas à la psy, ça ne va pas du tout, quoi. Voilà, donc nous, on est disponible pour jouer ce rôle aussi. Et voilà, je finis juste en remerciant vraiment à nos familles membres, aux professionnels qui nous soutiennent. Et voilà, je mets souvent à la fin des présentations ces nuages de mots qu'on a construits avec les corps de messages des familles qui nous contactent. À jeter les corps de messages dans le logiciel qui est sorti, et je trouve que ça montre assez bien ce que les familles traversent. Voilà.